Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on ne joue pas avec le temps d'écran. La famille Tout Écran nous redonne les bonnes pratiques. Évidemment, c'est en partenariat avec le Clémy et c'est à suivre. Il est en partenariat avec lui-même, c'est Gaël Musquet. Gaël, j'ai envie de te dire, tropique au compteur. Alors, départ immédiat, ce sera pour la dernière constellation de CubeSat lancée par la NASA, des mini-satellites avec une maxi mission, surveiller les ouragans. Ouais, complètement, la saison cyclonique sur la zone atlantique commence aujourd'hui. On va bien avoir besoin de cette nouvelle constellation pour pouvoir anticiper ces catastrophes qui sont quand même assez désastreuses. Et on en parle avec toi en ouverture de la deuxième partie de ce Club Actu, évidemment, c'est jeudi. En première partie, on va se demander si Twitter va en effet être bientôt banni d'Europe. Elon Musk a-t-il choisi le tweet pour se faire battre? C'est l'épisode à peu près 612 d'une très très longue saison de Game of Tech, avec de multiples rebondissements. Le dernier en date, après Thierry Breton, c'est au tour de Jean-Noël Barrot d'hausser le ton. Twitter se retire des codes de bonne pratique en matière de désinformation. Résultat, le ministre du numérique français lui dit qu'il n'est plus le bienvenu en Europe. On en parlera. En deuxième partie, un match stylo contre écran. 55% des Français utilisent plus le clavier que le stylo pour écrire au quotidien. C'est ce que nous apprend une étude de l'IFOP et de Flashes. Un recul de l'écriture scripturale qui relance le bras de fer entre stylo et écran. Alors que la Suède est en train de rétropédaler en matière d'utilisation des écrans à l'école, on va refaire le match avec une team, évidemment, qui joue à domicile. Marion Moreau, journaliste indépendante, messieurs, dames, experte du numérique, créatrice de l'excellente newsletter Hors Norme. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie et tout le monde. Et un supporter du Tech FC Hors Norme, lui aussi, c'est Stéphane Zibi. Yonis X, RCJ, on refait le match, je ne sais que citer désormais quand je te reçois dans cette émission. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie, bonjour à tous. On est civil, on est très civil en début de club, c'est magnifique. Gaël, Marion et Stéphane ont débatté dans un instant, mais d'abord, focus. Trop d'écran tue le temps de jeu. Savoir se limiter dans le temps passé devant nos outils numériques, eh bien c'est aussi avoir plus de place pour la vraie vie. Démonstration avec notre famille préférée et le Clémy. Allez, vous redescendez vos écrans maintenant, fini les jeux vidéo. Mais papa, j'ai même pas beaucoup joué aujourd'hui. Papa, je suis en plein niveau. On l'avait dit 15 minutes, je veux bien être cool, mais maintenant vous arrêtez. C'est le moment de dégainer mon arme secrète. C'est moi l'arme secrète. Youpi! J'ai téléchargé une appli qui me permet de limiter à distance l'utilisation des écrans des enfants. Regarde et admire. Mélina. Oh non, c'est Juju. Pourquoi il y a plus ici? Oh non, c'est noir. Oh chérie, t'es la plus forte. Allez, je vais aux toilettes, moi. Je parie qu'ils jouent en douce. Non! Certains jeux vidéo peuvent rendre complètement accro. C'est encore pire si c'est des jeux violents. Alors il faut bien choisir ses jeux et y consacrer un temps limité. Savoir poser sa manette, ça fait partie du jeu. Yes, je vais pouvoir rejouer. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. Et on est un petit peu dissipé en retour de ce sujet sur le plateau de l'école du futur, version club de l'actu, parce que Twitter contre le reste du monde. C'est parti pour le nouvel épisode interminable de ce Game of Tech de la saison. C'est le club. Marion Moreau, journaliste indépendante, experte du numérique, créatrice de la newsletter Hors Norme. Stéphane Zibi, notre Stéphane Zibi, adoré, unique et préféré pour l'ensemble de son œuvre, et Gaël Musquet, évidemment. Alors, messieurs, dames, Twitter a donc choisi samedi dernier de se retirer du code de bonne pratique en matière de désinformation. Ça a littéralement déclenché les foudres, non seulement du commissaire européen Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, mais aussi de Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique, qui répond du berger à la bergère. Twitter n'est plus le bienvenu en Europe. Twitter persona non grata.
D'abord, pourquoi ce fameux code de bonne pratique en matière de désinformation, il ressemble à quoi, Marion ? Alors, il ressemble, on ne va pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'on va devoir dérouler les 356 000 pages que les avocats et les lobbyistes ont écrits à la Commission européenne. En tout cas, c'est un code qui en fait est la suite et le prolongement, le continuum de toutes les règles aujourd'hui européennes, avec ces acronymes qu'on adore, le DSA, le DMA, etc., qui oblige Twitter à une série effectivement de bonnes pratiques, de pouvoir obliger à les utilisateurs, notamment sur l'anonymat entre autres, de pouvoir finalement réinstaurer ce qu'avait mis en place Intel. Je suis sûre que ça te parle, Stéphane, tu te rappelles de la netiquette ? Oui, voilà. Oula, point netiquette. Oui, mais on avait dû en reparler il y a longtemps. Je porte en ce mot-là depuis 20 ans. Hein. Oui, moi je souhaite en reparler, je le dis, vive la netiquette. La netiquette, en fait, c'est exactement ce qu'essaye de faire Thierry Breton aujourd'hui, et je pense qu'il doit le copier-coller. C'était tout simplement ce qu'on avait le droit de dire, de faire ou de ne pas faire sur les réseaux sociaux, sur Internet à l'époque, sur la toile, et qui était tout à fait codé, qui était exactement ce qui aujourd'hui est en train d'être écrit, et ça nous coûte d'ailleurs très cher, je pense. Et c'était tout simplement la façon dont on doit se comporter, dont un publisher doit aussi contrôler les contenus qu'il publie, qu'il autorise à publier. Et donc voilà. Et aujourd'hui, c'est le jeu de la barbichette. On est clairement sur le jeu de la barbichette entre je te tiens, tu me tiens. Par la netiquette. Oui, enfin, en tout cas, non, mais cette étiquette, il faut que les auditeurs relisent. Je trouve ça. La netiquette. C'était génial. Mais on va la retrouver. Édouard Degnaud peut faire ça pour nous. Il faut retrouver, il faut repartir de ce qui a été l'histoire. Et c'était déjà la façon dont Internet, cet espace gigantesque mondial où tout était permis, et bien justement, tout n'était pas permis. Et le fait que ce soit Intel et derrière des grands acteurs de l'informatique qui est suivi, c'était tout simplement la bonne entente, telle qu'on l'entend aussi dans le monde économique, l'entente entre grands acteurs qui se mettaient en fait autour de la table pour dire on voit de potentiels dangers, notamment dans l'absence de modération de contenu, et c'est exactement ce qui se passe sur l'IA aujourd'hui. Mettons-nous d'accord sur le fait de commencer à instaurer ces règles. Et alors aujourd'hui, c'est à nouveau le cas. Cette netiquette version 2018, elle a été signée par une trentaine de signataires, Meta, Google, Microsoft, TikTok et donc Twitter à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Concrètement, Stéphane, pourquoi est-ce que, parmi toutes les outrances qu'Elon Musk peut se permettre à longueur de journée sur l'ensemble de ses activités, c'est cette goutte d'eau-là qui fait déborder le vase pour les Européens ? Alors... C'était extrêmement inspiré, vraiment. Non, mais c'est pas ça. C'est que pour moi, on n'est plus à une bouffonnerie, j'appellerais près d'Elon Musk. Est-ce que c'est quelque chose il sait très bien qu'il ne peut pas se passer du marché européen, même si dans sa taille il est moindre, mais quand même, il a quand même une influence majeure. Néanmoins, j'y crois pas. De toute façon, il tweet comme je ne sais pas s'il réfléchit tout le temps au tweet qu'il fait. Je me souviens quand il était patron de Tesla, il avait fait en sorte qu'il était à 2 doigts du délit d'initié ou je ne sais plus quoi. Donc parfois il tweete plus vite que ce qu'il pense, et je le vois mal sortir de ça, et je trouve que la réaction des Français, en tout cas des Européens, et au moins ils réagissent et ils la prennent au sérieux. Peut-être qu'il va sûrement rétro-pédaler parce que de toute façon il n'y aura pas trop d'autre choix, mais néanmoins par rapport au petit astérix bleu que Twitter a instauré, il y a beaucoup de gens qui sont générateurs de fake news, des complotistes qui ont eu ce petit macaron bleu. Le fait de leur accorder, c'est plus ennuyeux, je trouve, que ce tweet. C'est-à-dire qu'en gros, on va légitimer la première fois des gens qui peuvent porter tout un tas de fake news, parce que c'est ça la base. Hein. Et donc, de fait de donner un peu un blanc-seing à ces gens-là, dire voilà, vous avez le droit à tout, de tout dire, ça c'est peut-être un peu plus ennuyeux qu'un simple tweet de cet homme qui a pour habitude de nous faire des choses. Ce que vous nous dites, c'est qu'à partir du moment où la légitimation d'un compte devient payante, forcément on ne peut pas être juge et partie, Gaël. En fait, je pense que ça va se régler comme d'habitude. Hein. Quand l'impact économique va être suffisamment important pour qu'il rétropédale, il rétropédalera, c'est comme ça. Pour revenir sur ce que disait Marion sur la netiquette, ce qui a changé depuis... Ça vous a marqué. Oui, voilà, Caramel... Je n'ai pas là, je ne m'en souviens pas. C'est vrai. Avant d'utiliser ces serveurs et ces salons de chat, on devait accepter cette netiquette, ce code de conduite. Qu'est-ce qui a changé ? C'est que depuis, entre-temps, on a eu évidemment des actes terroristes. C'est aussi ça, ce code de conduite.
c'est qu'il y a eu des morts à cause de ce genre de messages, ou en tout cas des personnes qui malheureusement ont pris fait et cause pour des voies extrémistes. Alors là, sur du terrorisme, on a eu la même chose évidemment sur le climat, on a eu la même chose sur des mouvements complotistes pendant le Covid, où certains États et certaines collectivités ont été débordés. Enfin, je prends une petite île comme Saint-Vincent, on a quand même le Premier ministre de Saint-Vincent dans la Caraïbe qui a été victime d'une tentative d'assassinat en pleine éruption volcanique. Donc on se rend bien compte que ces réseaux sociaux et cet Internet, aujourd'hui, a un impact sur la vie et sur la vie des gens. Samuel Paty, je ne pourrais pas refaire toute l'histoire des effets de bord des réseaux sociaux sur le cyberharcèlement. Donc, à chaque fois, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Il y a eu l'appel de Christchurch, il y a quand même eu derrière ces différents attentats, ces catastrophes, une volonté des États de se mettre autour d'une table, de contraindre, et autant que faire se peut, d'avoir l'accord de principe de ces grands acteurs du numérique, pour avoir quand même un minimum de barrières, de garde-fous et de protection des populations. Volonté des États, certes, mais est-ce qu'il y a la volonté des plateformes aussi derrière? Parce que tu rappelais l'appel de Christchurch. Moi, je l'ai vécu littéralement dans la cour carrée de l'Élysée, où j'étais en reportage ce jour-là. Oui, l'ensemble des patrons et des patronnes de ces plateformes défilent dans ces cas-là à Paris, viennent signer des accords, des engagements. Mais il y a un moment où, outre la régulation sonnante et trébuchante, notamment européenne, avec le DSA et le DMA qui nous dit que ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal en ligne, et les amendes qui vont frapper au porte-monnaie, finalement, on a l'impression qu'on peut toujours continuer à faire des appels à n'en plus finir. Quand est-ce que ça s'arrête pour de vrai, Marion ? Mais ça va pas s'arrêter, parce que en fait, Elon Musk a hacké non pas seulement l'industrie automobile, non pas seulement l'industrie spatiale, il attaque, et je pense que toutes celles qui nous regardent le comprennent très bien, il attaque l'espace démocratique. Il hack l'espace démocratique. C'est très grave ce qui se passe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça ne va pas assez loin. Que l'Europe fasse des choses, essaye de dire, tu ne mets pas le curseur où tu veux, tu ne fais pas le cow-boy sur la démocratie. On peut pas être un cow-boy sur des enjeux aussi importants. Bien sûr. Mais il faut taper le poing sur la table, il faut aller beaucoup plus loin. Je reprends, je pense que ça vous a certainement marqué, en tout cas, moi, ça m'a terriblement marqué, et je pense que c'est symptomatique de la gravité des sujets dont on parle. L'actrice Kate Winslet, qui en ce moment joue dans une série qui s'appelle I Am Ruth, qui joue vraiment le rôle de sa vie pour moi, et qui a été récompensée au BAFTA la semaine dernière, qui, regardez-le, son discours dit tout de notre époque. Elle est une mère, elle joue son propre rôle de mère, et elle partage le trophée qu'elle a gagné avec sa propre fille, qui est en larmes. Et le sujet, c'est ça, c'est cette addiction aux réseaux sociaux. C'est le fait d'être noté, d'être déclassé, d'être scoré par la communauté de ses amis, de ses proches, de son entourage social en ligne. C'est le cyberharcèlement. Ce sont tous ces sujets qui aujourd'hui atteignent la santé publique. C'est un sujet de santé publique. Et c'est ce cri de Kate Winslet, j'espère qu'il va être entendu, où elle dit, s'il vous plaît, ceux qui ont une solution pour stopper ce hacking, ces réseaux sociaux qui ne prennent pas leurs responsabilités, et c'est un sujet de santé publique, encore une fois, aidez-nous, faisons quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui écouter ce discours-là comme les autres. Il y a des plaintes effectivement de familles, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ça commence à arriver, qui gagnent, les procès sont gagnés par les familles, qui jugent justement la gravité de ce qui se passe en ligne et des impacts qu'il y a sur la société civile réelle. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on discute là sur le fait de finalement n'en avoir rien à foutre, pardon du terme, de ce que met la Commission européenne comme règle, voilà, il s'en fout, Elon Musk. Mais clairement, il faut le dire, il s'en fout. Il a entre les mains un pouvoir gigantesque. Il fait ce qu'il veut de l'espace démocratique. Dieu virtuel, mais avec des conséquences bien réelles. Justement, qu'est-ce qu'il risque, Elon Musk, comme l'ensemble justement des plateformes, il n'y a pas que Twitter qui est soumis à cette nouvelle régulation européenne à partir du 25 août. Si les big tech, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas mises en conformité avec la nouvelle régulation européenne, eh bien, elles risquent d'abord énormément d'amendes, et Jean-Noël Barrot affirme lui-même qu'elles pourraient être bannies purement et simplement d'Europe. Est-ce que déjà, Stéphane, c'est techniquement possible de bannir
une plateforme pour l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices européens? Alors, il y a les éditeurs de VPN qui vont cartonner, hein, ça, c'est sûr. Mais non, les opérateurs... Investissez dans un VPN. Voilà, à la bourse, ouais. Non, tout est possible, c'est les opérateurs, ils peuvent le faire. Et si les opérateurs ont injonction de pouvoir bloquer certains sites, ils peuvent le faire sans aucune difficulté. Les opérateurs en France sont limités, sont connus et peuvent éventuellement avoir cet ordre. Et donc tous ceux qui se connecteraient via leur mobile ou via un réseau ou via la fibre, quelconque, les réseaux d'entreprise via la fibre, il y aurait cela. Mais non, je ne sais pas si l'interdiction d'un site ou d'un service qui est là depuis quand même plus d'une quinzaine d'années qui est dans notre quotidien, ce sera la bonne solution. Néanmoins, quand on tape au porte-monnaie, comme c'est le cas, mais qu'on applique ces amendes et qu'on demande à qu'elles soient payées, je pense que c'est la seule chose qui intéresse. La preuve, peut-être sans faire la transition, peut-être avec ta prochaine question, mais il a embauché quand même quelqu'un. Parce que tu connais mes prochaines questions, c'est peut-être. J'essaye de travailler peut-être. Non, mais c'est beau. Mais je pensais que tu le disais dans mon esprit. Non, j'essaie aussi, mais compliqué. Non, ce que je disais, c'est que voilà, il a pris quand même quelqu'un pour les revenus, et donc quelqu'un, il est quand même obsédé, et c'est normal, par la rentabilité de sa boîte. S'il voit qu'il a une amende de plusieurs milliards qui lui tomberait dessus, là, je pense qu'il réfléchira à deux fois avant de tweeter. Et il a réfléchi, hein, quand il a commencé à voir les annonceurs qui s'enfuient, il veut rendre Twitter rentable. Ça l'a fait réfléchir, il a fait énormément. On a eu ce fournisseur d'insuline qui a vu son cours chuter parce qu'un compte soi-disant légitime a annoncé que l'insuline était gratuite ou mise à disposition. Et à chaque fois, il rétropédale l'achat de Twitter en lui-même. Même l'achat de Twitter, c'est parce qu'il y a été financièrement contraint qu'il est rentré dans le rang. Et aujourd'hui, c'est l'opinion publique derrière. Juste pour rappel, on a aujourd'hui, même avec des VPN, des moyens de contraindre ces plateformes et de les empêcher. On a vu sur les ayants droit, quand on veut empêcher un contenu d'être diffusé dans un pays, quand bien même... Techniquement, c'est possible. Ah oui, quand bien même on aurait un VPN, vous êtes enregistré comme utilisateur français, le compte est désactivé. Attention, il y a des précédents. Il y a des précédents de blocage. Évidemment, les plus geeks d'entre nous vont y arriver, mais c'est pas ces geeks-là qui génèrent le revenu. Attention, sur la publicité, vos annonceurs vous quittent parce que vous n'avez plus d'audience. C'est l'audience qui est maîtresse sur ces plateformes. Pour répondre à la question précédente de Marion, est-ce que finalement la meilleure façon de contraindre ces plateformes à être fidèles à leurs engagements, elle ne vient pas des annonceurs eux-mêmes, et encore une fois, de ceux et celles qui font les revenus, le business de ces plateformes-là? De toute façon, Twitter est un outil. On parlait d'outils démocratiques, mais c'est quand même une boîte. Avant tout, il faut qu'elle génère de l'argent. Donc oui, bien sûr, il va y avoir effectivement un arbitrage par le marché lui-même. Et on va voir avec l'arrivée de Linda Yaccarino, merci, si elle y arrive, avec Elon Musk. Qui est vraiment une femme de pub, qui a été nommée à ce poste-là pour pouvoir trouver un nouveau business model viable, en l'occurrence. Mais si je peux me permettre la publicité d'une émission que j'ai trouvée en particulier sur le sujet des réseaux sociaux. Twitter en est une partie. Ça s'appelle Infernet et c'est Paco Tilman qui, sur Blast, le média en ligne de Denis Robert, a fait une série comme ça d'émissions très fouillées. Et il parle des réseaux sociaux sur le fait ce sont des enquêtes vraiment extrêmement bien documentées. En fait, on parle de sociétés, notamment évidemment américaines, mais plus seulement. Maintenant, vous savez que la Chine aussi produit des sociétés de ce type-là. Ça s'appelle TikTok. Et Lemon 8, maintenant, bientôt, aussi. Bref, en fait, l'opinion publique, c'est le produit. Voilà. Les réseaux sociaux, et je pense qu'il faut que le très large public qui commence à venir sur ces réseaux, parce que c'est pas du tout mainstream, Twitter, n'oublions pas, il y a une masse d'utilisateurs importante, mais ce n'est pas le monde entier. Et ce qui serait bien, c'est de rappeler que l'opinion publique, encore une fois, c'est le produit. Ce sont nos opinions, ce sont nos likes, ce sont nos retweets, ce sont nos certifications, ce sont tout ce qu'on amène en débat, entre guillemets, qui n'est pas du tout arbitré, qui n'est pas du tout modéré, qui est le produit. C'est ça que les annonceurs aussi vont aller chercher. Et les campagnes vont être évidemment organisées autour de ça. C'est important, je pense quand même, de l'avoir entendu. Donc regardez Infernet, ça s'est arrêté, mais ça se regarde très bien, notamment sur Facebook, les émissions.
On termine avec toi, Stéphane, sur ces Infernets et ce Game of Tech. Encore une fois, je le disais en ouverture de cette émission, on est littéralement au 612e épisode. On n'a pas arrêté de commenter ça tout au long de la saison, les amis. Même nous, on commence à avoir un peu de mal à trouver de nouvelles questions. Cette saison, elle n'est pas juste beaucoup trop longue. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a une forme de lassitude, mais après, c'est vrai que les dangers évoqués par Marion et par Gaël sont réels. Je rappelle à chaque fois que Elon Musk a quand même Starlink, donc il veut avoir la connexion universelle pour l'année prochaine, pour couvrir qu'il n'y ait pas de zone blanche, donc il aurait de la maîtrise des connexions. Il a un réseau d'information qui est Twitter, il a de la voiture. Il a Neuralink qui veut, parce que maintenant il y a des autorisations qui ont été données pour que les expérimentations aillent sur les humains. Il lui manque quoi, son arsenal? L'espace avec SpaceX, ça il a déjà. SpaceX, bien sûr. Non, je pense que ce qui lui manque, c'est une usine de robots et d'armement. Ah, il a déjà, c'est SpaceX. D'armement. SpaceX et Tesla. Aujourd'hui, ils maîtrisent les 4 éléments: air, terre, mer, espace. Mais pas l'énergie. Pas l'énergie. Voilà. C'est quand même un Alors excuse-moi, si, ils maîtrisent l'énergie, je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'avec les batteries de ces voitures, quand il est arrivé en France, il a quand même un peu fait peur à notre distributeur national, ERDF, qui s'est rendu compte qu'il installait des sous-stations réversibles un peu partout. Donc il maîtrise ces 4 éléments pratiquement. Donc terre avec ses voitures. Donc il a tous les éléments, du parfait dictateur potentiel, mais ta pays là. Et donc c'est peut-être quelqu'un qui est dangereux pour ça. Donc c'est sûr qu'il faut être ferme, il faut répondre fermement, il ne faut pas laisser la moindre incartade ou tweet, etc. pour montrer que c'est pris au sérieux. Et que si on touche à son porte-monnaie, je crois que c'est la seule et unique menace réelle. Même pour quelqu'un qui a réussi à perdre la moitié de sa fortune en 24 heures, il y a quelques mois, juste sur une baisse d'action Tesla au moment du rachat de Twitter, il avait dû négocier le rachat d'actions depuis Tesla. Du mouvement, il n'a rien vendu, entre guillemets. Enfin, s'il a vendu un peu pour payer crédit, mais c'est du jeu. Il paye des crédits aussi. C'est du jeu. La seule personne qui peut embêter Elon Musk, c'est Jeff Bezos. C'est la seule personne qui aujourd'hui se mesure, et d'ailleurs on le voit sur le spécial. Tout à fait, quand même, on ne vous fait pas de dessin, mais c'est assez parlant. C'est la seule personne. Si Jeff Bezos voulait être encore plus célèbre qu'il ne l'est aujourd'hui, mais pour la postérité, parce que ça compte pour ce genre de bonshommes qui ont vraiment une quête de postérité absolue dans l'histoire, avec un grand H, ce serait ça. Moi, je pense que si Jeff Bezos veut vraiment marquer l'histoire, pas seulement par Amazon, il faut qu'il puisse à un moment donné dire, voilà, on reprend le contrôle sur la démocratie. Et Xavier Niel aussi, un petit Français quand même. Il a des actions spatiales, Damien, faut me le dire. Jeff Bezos contre Elon Musk, c'est peut-être donc la saison 2 de ce Game of Tech qui n'en finit pas. On va continuer à en parler, évidemment, vous vous en doutez, avec Marion, avec Stéphane et avec Gaël dans un prochain Club Actu. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech avec, évidemment, Édouard Deniau. Et c'est le zap de notre maître de l'univers à tous, Édouard. So this is Jenga. Many of you would have played Jenga at various points. I always like playing it in pubs where they give you giant Jenga blocks, and when they fall over, everybody in the entire building knows you've screwed up. But these are just your normal standard size Jenga. So Joanne is just going to take out several blocks here. You could do this as a 2-player Jenga. We're kind of quite entertained by the idea that when we get our next set of gloves, we'll have 2 people controlling the robot, taking it in turns. We could do that.
Et vous êtes de retour sur le plateau de l'école du futur version club aujourd'hui, puisque c'est jeudi avec Marion Moreau, avec Stéphane Zibé et avec Gaël Musquet. On continue à commenter notre Actu Tech dans un instant, mais d'abord, Gaël Musquet a une idée, oui, mais derrière la tech. Et on va partir pour les tropiques avec toi, mais pas tout à fait ceux auxquels on peut penser immédiatement, parce qu'on part pour la toute dernière constellation de CubeSat lancée par la NASA. Elle a une mission qui est extrêmement importante, surtout aujourd'hui, ce 1er juin, puisque c'est l'ouverture de la saison cyclonique. Elle doit surveiller les ouragans. Complètement. Cette saison cyclonique promet, avec les prévisions, d'être quand même assez active, avec le phénomène El Niño qui repart de plus belle. La NASA a décidé du coup de saisir un peu de cette problématique de la formation des ouragans et de créer cette nouvelle constellation de 6 CubeSat nommés Tropics. C'est-à-dire que les ouragans et les tempêtes représentent un tiers des catastrophes naturelles de ces 20 dernières années. C'est 1/10 de l'humanité qui est impactée aujourd'hui par ces catastrophes naturelles. 200 000 morts. Et quand on regarde les dégâts qu'ont causés ces ouragans ces 20 dernières années, c'est l'équivalent de la moitié du PIB de la France, 1390 milliards de dollars de dégâts. Ce sont les catastrophes naturelles les plus coûteuses de l'humanité. Et en comprenant pourquoi les États-Unis, qui sont tous les ans frappés par ces catastrophes, mobilisent toute leur recherche et développement pour pouvoir comprendre, anticiper, prévoir ces catastrophes naturelles qui, quand elles sont bien et largement formées, peuvent faire la taille de l'Hexagone. Ouais, le météorologue et hacker éthique que tu es ne le sait que trop. Justement, pour mieux voir, pour mieux prévoir ces ouragans et ces cyclones, il faut aller dans l'espace. Oui, tout à fait. On a évidemment des stations au sol, on a ce qu'on appelle des gliders, une espèce de plongeurs qui vont mesurer la température des océans. L'océan, c'est vraiment le poumon de l'ouragan. Son rôle, c'est de refroidir cette mer qui est trop chaude. Et pour pouvoir effectivement mieux voir ce qui se passe, il faut partir dans l'espace à 600 km pour la constellation de Tropics. Alors, on a déjà des dizaines de satellites météorologiques, entre 800 et 35 000 km, lancés par les Russes, les Chinois, les Européens. On a les satellites NOAA, GOES, Meteor, Fengyun, Météosat, Sentinel, dont on a déjà parlé ici. Mais Tropics a une particularité, ce sont 6 petits satellites de 30 cm de long, 10 cm de côté. Ils pèsent moins de 4 kg. Le premier a été lancé... C'est quand même des beaux bébés. C'est des petits bébés, ouais, mais c'est des belles machines qui, pour la première fois, a été lancées par une Falcon 9 d'Elon Musk en 2021. Voilà. Puis de lancement cette année là par Rocket Lab sur des fusées électrons depuis la Nouvelle-Zélande. Et malgré l'échec du premier lancement sur un prestataire américain, la constellation est opérationnelle donc depuis le 26 mai dernier. Et toutes les 21 minutes, ces satellites vont être en capacité de scanner ces ouragans et de voir ce qui se passe sur la couche basse. Souvent avec les satellites météorologiques, on voit ce qui se passe en haut, ce qu'on voit d'en haut. Là, grâce au radiomètre de ces différents satellites, on va être capable de voir vraiment ce qui se passe entre le sol et le début de la couche nuageuse, ce qui va permettre en fait aussi d'étudier ce qui se passe dans les zones les plus perturbées où les vents sont les plus violents. Alors, tu fais super bien la constellation de CubeSat. Comme les plumes de chaleur. Comme les plumes de chaleur, absolument. Et d'autres choses, mais je ne vais pas l'évoquer sur ce plateau. Ces CubeSat, justement, est-ce qu'ils vont remplacer nos satellites historiques ? Alors non, au contraire, ils vont permettre de les perfectionner, de les améliorer, de construire des nouveaux programmes de satellites météorologiques. L'avantage de ces CubeSats, c'est qu'ils sont légers, ils sont petits, ils sont faciles à fabriquer, rapides à lancer. Même si on en a perdu 2 sur un lancement, c'était facile de remplacer au pied levé ces satellites qui ont été détruits. Et ils embarquent en fait des nouveaux instruments qui sont le fruit de concours, de challenges au sein des prestataires de la NASA et au cœur de la NASA elle-même. On va vite savoir, puisqu'ils ont une durée de vie
prévu d'1 an. On va vite savoir si les instruments sont pertinents, hein, et on va pouvoir, donc, s'ils le sont, les perfectionner, les durcir, les embarquer sur ces nouveaux satellites qui, une fois qu'ils seront évidemment lancés dans l'espace, nous aideront à comprendre et à prévoir un peu mieux, toujours mieux, la trajectoire de ces ouragans meurtriers. Et un peu comme tous les grands projets, les grands défis de projets étudiants qu'on a eu l'occasion d'évoquer sur ce plateau, Videolan, FFmpeg, The GIMP, c'est aussi une manière, grâce à ces CubeSats, à des universités, à des étudiants, d'imaginer ce que seraient ces nouveaux capteurs météorologiques et de lancer peut-être, on ne le sait pas, de nouvelles sagas spatiales et potentiellement des concurrents d'Elon Musk, pourquoi pas. Tu nous dis que ces CubeSats, ils ont 1 an de durée de vie? Oui, ils sont très petits, c'est très court, mais c'est suffisant pour déjà, la saison cyclonique, qui s'arrête en novembre déjà, donc mai-novembre, ça va être déjà pas mal. Ça va être intéressant aussi de tester des nouvelles manières de corriger l'altitude, donc la manière dont ces satellites vont bouger. Et évidemment d'embarquer ces technologies-là. Ensuite, ils rentrent dans l'atmosphère. Oui, j'allais te dire, est-ce qu'ils ne créent pas de pollution spatiale? Alors forcément, ce sont de nouveaux débris. L'idée, ça va être... ils sont balancés à ces orbites basses puisqu'ils vont rester en l'air moins d'une dizaine d'années. Donc, ils vont pouvoir rentrer dans l'atmosphère assez rapidement. Il faut être freiné, rentrer et permettre à de nouveaux CubeSats d'être lancés. Le New Space qui va donc sauver des vies grâce à la prévision d'ouragans et cette constellation tropique. Oui, je te sens absolument passionné. Non mais sérieux, non mais c'est passionnant. Non mais c'est vrai, c'était sans ironie aucune pointe. Ah non, mais déjà, merci. Non mais tu vois, tu parlais de ces satellites temporaires, etc. Je vois tout ce qui va être fait pour avoir la connexion universelle par Elon Musk et tout. C'est vrai que le ciel va être... et je repense à Wall-E. Et tu te rends compte comment c'était visionnaire, c'était comment Wall-E, c'est un rover en l'occurrence, c'est pas un petit. Je sais, non mais t'as vu, mais il y avait une pollution quand même. Oui, bien sûr, ça rentrait, il rentre dans l'atmosphère à un moment. Ouais, non mais ça, t'as vu, non mais c'était fou ce qui était dit dans ce dessin animé. C'est facile, mais si Marjorie nous laisse 30 petites secondes sur le sujet, je vous donne. Je trouve ça, c'est génial et j'apprends plein de choses comme toujours avec toi sur le sujet parce que c'est pas du tout le mien. Mais par contre, récemment, j'ai lu quelques articles sur justement le spatial très démocratisé, parce qu'il y a beaucoup de satellites, beaucoup de constellations, notamment en orbite basse. Et certains météorologues, aux États-Unis notamment, s'inquiètent de la pollution, effectivement, ça peut générer, au point, alors pas tout de suite, que s'il y a trop de satellites, trop d'observations là-haut, ça peut modifier la nuit. C'est déjà le cas. Et donc, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Moi, ça m'inquiète un petit peu quand même. Ah, complètement. J'ai bien envie de dormir comme on dort aujourd'hui. Ouais. Ah oui, c'est déjà le cas. On a déjà des soucis sur de la pollution lumineuse. Voilà, sur des instruments pour l'instant sensibles. C'est ça. Donc, moins les espèces animales et l'homme. Mais on a... Pour l'instant, la majorité de la pollution lumineuse, elle vient du sol. Mais on a ces problèmes-là. Et en plus des dangers qui arrivent, même si on arrêtait de lancer aujourd'hui... Ouais. Les risques de voir ces machines se percuter et évidemment de rentrer dans l'atmosphère de manière précipitée augmentent. Même si on arrête de lancer aujourd'hui, ces risques de collision augmentent. Il faut bien observer les phénomènes météo dangereux. Et donc effectivement, on a aussi cette gestion de la ressource naturelle spatiale à gérer. Ouais. Donc si je comprends bien, on est en train de hacker ton émission. Totalement. Vous êtes ici chez vous. La saison basse maintenant pour les billets pour les Antilles va commencer. Non, les billets sont très chers là. Les compagnies recommencent à gagner de l'argent. On est à plus de 1 500 € pour le mois d'août. Allez, voilà. Alors, ça promet de belles vacances et de belles nuits. Évidemment, vous l'avez compris. J'ai une question qui me tient pour vous permettre de changer de sujet. Est-ce que vous voulez jouer au Shifumi 4.0 ? Vas-y. Bah oui. C'est parti. Papier, clavier, stylo. Vous me donnez votre réponse dans un instant parce qu'on ouvre le club deuxième partie. Et oui, papier, clavier, stylo. Pourquoi ? Parce qu'on va vous parler de cette passionnante enquête de l'IFOP Flashes. Et au typo, 55% des Français utilisent plus le clavier que le stylo pour écrire au quotidien. Les chiffres qui deviennent extrêmement préoccupants, c'est quand ces mêmes Français, dans cette enquête stylo versus écran, nous disent que 78% d'entre eux avouent moins écrire à la main qu'il y a 10 ans et que surtout 28% des hommes et 12% des femmes avouent que leur écriture manuscrite a été un véritable handicap dans leur scolarité. Ça veut dire quoi, les amis, qu'on vit dans une civilisation de l'écrit, mais on ne sait plus écrire tout court, Marion ? Oui, parce que je pense que l'humain mute,
On s'en rend pas compte, nous. Et même les générations d'après s'en rendront pas forcément compte tout de suite. Mais il y a une mutation. Le numérique a amené ça aussi. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir quelques chiffres, peut-être, d'observation. Je ne sais pas si vous avez lu des choses là-dessus. Le fait de ne plus utiliser... On sait, par exemple, que... je ne sais pas si je vais peut-être vous étonner, on va rigoler 2 secondes, mais le dernier petit doigt de pied, le 5e, le tout petit, là, quand on met notre ongle, il est en train de disparaître petit à petit. Parce que l'homme, civilisé, urbain, etc., marche de moins en moins. Moins, il évidemment, a plus besoin de 5 doigts pour pouvoir vraiment s'appuyer sur l'instant de la portée. Et ça, c'est tout à fait sérieux. Hein. Les études le montrent. On a des naissances aujourd'hui de petits bébés qui naissent avec 4 doigts de pied. Et donc... non, mais c'est les tendants de sagesse, mais... Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que les homo numericus, c'est peut-être aussi... C'est pas seulement de l'habitude et de l'habitus numérique, mais c'est aussi une façon dont le corps va devoir se transformer à ces nouveaux usages. Exactement. Et s'adapter. Et ça paraît logique, non? Ça paraît logique, finalement, puisque ce qu'on utilise de plus en plus, c'est nos doigts, c'est justement. certaines fonctionnalités. On aura peut-être un 6e doigt pour avoir encore plus de capacité à pouvoir... Alors ça, par contre, ça, je sais. Marjorie, nous avons rappelé un truc là-dessus. Oh, mais c'est pas vrai. Enfin, je vous prie, on est sur Orange quand même. Non, mais en tout cas, oui. Enfin, moi, je pense que on va en débattre, mais il y a quand même ces aspects fondamentaux de notre physionomie biologique qui rentrent en ligne de compte, c'est évident. Absolument. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait déjà eu des études en 2018, des études britanniques relayées par le Guardian à l'époque, qui expliquaient que les enfants n'arrivaient plus à tenir de stylo à la force de leurs mains parce qu'ils utilisaient déjà trop de surface tactile. Ça ne m'étonne pas, parce que j'ai quand même quelques souvenirs d'ampoules pendant mes classes prépa. Donc, je me doute bien que ma main sur la rédaction de ces cours et la production de devoirs surveillés devait travailler beaucoup plus que ce que la bestiole qui est juste à côté, mon fils, utilise. Oui, alors on appelle les enfants les bestioles. Voilà, Mais c'est vrai que c'est un garçon, je vois, entre mon fils et ma fille qui ont 2 cursus différents. Et je vois vraiment la différence sur la qualité de la production, sur de l'écriture, où ma fille écrit beaucoup plus que mon fils d'un point de vue scolaire. Et je vois déjà, même s'il est plus grand, l'impact en fait, déjà rien de fait d'écrire plus. Si c'est une fille, qu'elles ont tendance, sans vouloir vexer personne autour de ce plateau, certainement pas, à s'appliquer par rapport aux garçons, mais on voit effectivement qu'il y a une différence au niveau de la qualité de l'écriture produite par mon fils et ma fille. Stéphane? Je suis... en fait, j'étais en train de penser, en regardant cette étude qui est passionnante, que j'ai découverte quand tu nous as envoyé le déroulé de l'émission, j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé on peut tous prendre ses expériences personnelles. Moi, j'ai 3 fils de 23, 17 et 8. Et j'ai trouvé que le petit dernier, il a appris à lire beaucoup plus vite grâce à ça. Dans des caractères qui n'étaient pas les caractères que nous, on avait l'habitude d'apprendre en cursive, etc. Et j'aimerais bien connaître les stats. Il y a un truc qui n'y avait pas dans l'étude qui était est-ce que entre-temps, est-ce que les jeunes apprennent pas à lire un peu plus tôt à cause de la contrainte de vouloir savoir comment on sert d'un écran tactile et des tablettes. Et là, pour répondre à ta question, je pense, là je reprends mon cas personnel, je ne sais plus tenir mon stylo. J'ai revu des trucs, des cahiers quand j'étais plus jeune, mon écriture était lisible, là elle devient quasi illisible. Quand on n'écrit plus, on s'entraîne plus, donc on écrit mal, donc en gros voilà, et donc on désapprend. Et c'est quelque chose qui paraît quand même un peu dramatique. Et donc qu'est-ce que je suis parti? Je suis parti dans un rouge et play, j'ai acheté un truc de calligraphie qui, même quand on écrit mal, on peut avoir une belle écriture quand même. Et donc j'ai pu éventuellement compenser, mais c'est une énorme frustration de plus écrire, parce qu'en fait on n'a plus l'occasion. On n'a plus l'occasion, même pour signer. Donc peut-être tu as fait le chiffre d'affaires de ton papetier grâce à cette émission. Donc c'est sympa. Non, avant quand même, parce que j'ai pris conscience avant quand même de ça. Mais non, mais ce qu'il y a, en gros, à part signer des papiers, et encore, on peut les faire par DocuSign et compagnie. On très peu. Avant, c'était tous les jours, chaque heure. Tu avais des ampoules, moi aussi. Là, on n'a plus rien. Si un jour on a des ampoules avec nos doigts, c'est peut-être avec le tennis, peut-être, je sais pas quoi. Le smartphone Elbow, qui est extrêmement connu, d'ailleurs, c'est vrai, en accidentologie, en l'occurrence, les urgentistes soignent des foulures de pouce. Je te confirme que c'est vrai. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette étude, elle arrive à un moment où la Suède, notamment, qui est toujours précurseur, extrêmement progressiste en matière d'utilisation d'écran à l'école, est en train de littéralement rétro-pédaler.
15 ans d'écran, oui, mais le nouveau gouvernement de centre droit dit qu'il faut inverser la vapeur. Il est en train de débloquer 60 millions d'euros par an jusqu'en 2025 pour accélérer le retour des manuels dans les établissements scolaires et parti sur une croisade anti-écran. Marion. Tu veux répondre? Non, vas-y, moi je peux. Stéphane, alors vas-y. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Alors, le poids des cartables, c'est quand même quelque chose qui est une calamité, et je pense que vouloir les alléger, c'est quand même une bonne chose, parce que parfois c'est illusoire. Donc c'est aussi dans l'organisation quotidienne de l'apprentissage. Je pense vraiment qu'il faut vraiment aller vers la classe inversée et vraiment aller garder les manuels à la maison, garder éventuellement les cahiers d'exercice, les fichiers, comme ils appellent ça maintenant, les fichiers de maths, etc., et qu'ils les apportent, donc qu'ils soient des trucs un peu légers. Là, c'est par rapport à ça. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on ne va pas revenir à 36 000 manuels qu'on va transporter d'un jour à l'autre. Ouais. Et en plus, là, c'est peut-être plus malheureux, mais aujourd'hui, il y a une population qui a beaucoup de parents qui sont séparés. Donc, en gros, avoir les cahiers là, les cahiers là, on ne peut pas avoir double cahier ou double livre, donc c'est un peu compliqué. Les écrans, c'est sûr que ça peut avoir certaines vertus, et il faut les faire intégrer raisonnablement, pas tout dans l'un, tout dans l'autre. On a tous vu que le 100% online ne pouvait pas fonctionner. Il faut faire un équilibre. Donc il faut revenir vers une hybridité, vers le meilleur des deux. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut raison garder. Il faut quand même. Voilà, et donc c'est pour ça que je regarde un peu beaucoup ce que fait une tablette qui s'appelle Remarkable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, qui est vraiment qui essaye même d'avoir la texture du papier sur ça pour que les gens écrivent un peu dessus. L'écran n'est pas rétroéclairé et justement, on peut absolument avoir une écriture scripturale. Avec un crayon électronique. C'est plutôt ça. Ça me semble être un bon truc. Après, bon, c'est Marion développé, mais pour moi, ça me semble être intéressant. Marion. Allez hop, je rattrape la balle. Et après, je la passe à mon voisin. C'est magnifique. C'est du catch de l'info. Roland Garros, on fait un match. Voilà. Allez, hop. Et si, je me dis, on ne devait pas voir l'exemple de la Suède, qui effectivement, tu as raison, très en avance de phase, avant-gardiste sur les nouveaux usages, notamment à l'école. Et si elle n'était pas en train de rentrer dans le mouvement de la décroissance ? Peut-être. Peut-être que finalement, la Suède réfléchit à se dire on ne va pas aller sur le tout numérique, qui, rappelons-le quand même, est à l'origine d'une pollution environnementale non négligeable. On est entre 5 et 8%. Les chiffres, d'ailleurs, c'est un énorme écart. Entre 5 et 8, il faut quand même régulièrement mettre à jour ces données-là. Mais ça peut même monter parfois jusqu'à 10-12 selon d'autres expertises. Et c'est exponentiel. Est-ce que la Suède, qui a une conscience environnementale très poussée, c'est un ADN fort, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que la Suède se dit pas, finalement, pour nos enfants, ce serait pour l'environnement, pour les générations futures, pour même le présent de maintenant, là, tout de suite, est-ce que c'est pas mieux de revenir à des manuels papier plutôt que d'aller aujourd'hui, à corps perdu, à esprit perdu, se dire qu'on va être numérique pour être numérique? C'est pas plus mal. Moi, je trouve que c'est intéressant, ce retour aux bonnes choses qui sont assez pragmatiques, assez intéressantes. C'est peut-être, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, j'y vois un signal de décroissance. Ouais. Hypothèse intéressante, mais si on se réfère justement aux plus fervents supporters de ces nouvelles mesures, notamment un professeur en neurosciences cognitives de l'Institut de Stockholm, lui, il se défend d'être anti-tech par ailleurs, mais il dit que peut-être que le numérique a fait irruption à l'école suédoise il y a 15 ans de façon irréfléchie et surtout sans s'appuyer sur la science. Cet argument-là est très intéressant. Ça veut dire qu'on est allé trop vite, tête baissée, dans la numérisation de l'éducation, Stéphane ? Oui, sûrement, oui. Mais il y a un rééquilibrage. De toute façon, on l'a vu, on a fait la marche forcée du Covid qui nous a obligés à intégrer les écrans dans la pédagogie pour avoir une continuité. Mais aujourd'hui, les enfants et tout le monde en avait ras-le-bol des Zooms. Donc il fallait rétablir un peu la réalité. Même si aujourd'hui, il y a une énorme tendance qui se passe dans tous les groupes d'école, systématiquement. Alors là, moi, ça me nave, parce que c'est des fonds qui sont derrière et qui demandent des augmentations de marge. Le distanciel est devenu quasi systématique dans l'apprentissage, à 10-15% pour le moment, ça sera peut-être plus. Et je trouve que voilà, c'est une façon d'écarter les murs, d'avoir un nombre d'étudiants supplémentaires. Voilà, pour moi, comme je dis, c'est une question d'équilibre. Il ne faut jamais être extrême en tout, mais là, le tout numérique était une mauvaise idée. Le tout présentiel, je pense qu'on en a un peu. On a quand même des beaux outils qui nous permettent d'interagir et de faire de belles choses. Néanmoins, pour revenir sur le sujet, c'est vrai que l'écriture... on se doit d'avoir une belle écriture, on se doit de savoir lire. Par contre, ils savent tous taper, ça c'est sûr.
Ce que j'aimerais bien, c'est que peut-être il n'y ait pas trop les au calme ou je sais pas quoi, tu sais, les mots que je comprends pas, les TKT, etc. Enfin, mais il suffit de lire l'ADN chaque semaine, qui fait d'ailleurs une revue de néologismes qui est absolument passionnante. Voilà. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, messieurs, dames, pour ce Club Actu. Je voudrais juste rendre un hommage à Michel Serres, feu Michel Serres et sa petite poussette, il y a 10 ans déjà, 11 ans même en 2012. Et il analysait ces mutations de la connaissance et cette civilisation du tactile pour nous enjoindre à aller vers le temps de l'intelligence inventive. Merci donc à Michel Serres. On vous retrouve peut-être la semaine prochaine pour commenter l'actu à nos côtés sur School TV. Et je vous le rappelle, vous pouvez désormais nous regarder sur toutes les Livebox avec Orange sur le canal 217. Merci, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures.